Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce soir, la journée mondiale de la radio célébrée ce lundi. À l'occasion, journalistes et techniciens des médias publics et privés ont échangé sur la liberté de la presse. Jusqu'où peut-on aller sans enfreindre les règles? Les droits et devoirs en liberté de presse évoqués donc à l'initiative du ministère en charge de la communication. L'Université de Lomé et les étudiants en droit, précisément, peuvent désormais profiter des cours continus des notaires et des stages de la Chambre des notaires du Togo. Une convention lie dorénavant les deux parties. Les documents ont été signés ce lundi, des protocoles d'accord de partenariat. Enfin, de l'art plastique, pour notre soirée, je vous amène à une exposition d'œuvres d'art. Une vingtaine d'artistes plasticiens et sculpteurs de différentes nationalités exposent à l'hôtel Le Golf à Lomé. On ira sur place en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Simple hasard de calendrier du cabinet ou nécessité d'amener les professionnels des médias à mieux jouer leur rôle. En tout cas, les questions ne sont pas fortuites. Comment jouir donc de la liberté de la presse? Quelles en sont les limites? Des questions évoquées ce lundi par les journalistes et réunies par le ministère en charge de la communication de Douaré, Esther Laclé. La liberté de la presse, arrachée par les pays africains entre 1989 et 1990, souffre toujours de dérapages malgré les efforts consentis à différents niveaux. Dans son article 26, la Constitution togolaise énonce que la liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la loi. Et c'est pour consolider les acquis en la matière que le ministère de la Communication a réuni ses professionnels des médias publics et privés pour une mise à jour sur la notion de liberté de presse et ses garde-fous. Ça va nous permettre, à travers une série de 6 communications, de faire un grand tour pour voir un peu, faire l'état des lieux de la liberté de presse dans le monde, parler du code de déontologie, permettre aux professionnels des médias qui travaillent soit à la RAC ou bien à l'OTM d'échanger. Le Togo a comme partenaire dans ce processus l'UNESCO. La responsabilité des journalistes dans la préservation de cette liberté est chère à l'institution onusienne, ici représentée par le ministre Octave Nicobroum, président de la Commission nationale togolaise de l'UNESCO. Le mandat initial de l'UNESCO, promouvoir le libre-échange du savoir, trouve ici toute sa pertinence. L'UNESCO contribue en effet à renforcer les capacités des institutions de communication et d'information. Elle participe de l'amélioration de la formation des professionnels et de l'éducation du public afin qu'ils fassent le meilleur usage des ressources de l'information. Selon le récent classement opéré par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Togo occupe la 88e place sur les 180 pays concernés. Une avancée notable, mais la liberté de la presse demeure tout de même un défi permanent, à en croire le ministre Guy Madié Lorenzo en charge de la communication. Il nous appartient maintenant de faire un usage judicieux de cet arsenal juridique dont nous disposons, car la liberté de presse contient des facteurs internes et externes qui peuvent mettre en péril cette liberté. L'exemple des vives réactions de la presse suscitées par l'article 497 du nouveau code pénal, voté en novembre 2015, en est une illustration. Il s'agira tout au long de cette formation de vous permettre d'abord de prendre conscience de votre rôle dans un contexte de liberté de presse au profit de la démocratie et du développement. Ensuite, de mieux connaître l'étendue et les limites légales de la liberté de presse afin de donner des informations justes et crédibles à vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Une trentaine de journalistes prennent part à cette session de formation de 3 jours. Ils viennent des 5 régions du Togo et auront pour mission d'œuvrer à l'instauration au Togo d'une liberté de presse dans un contexte de sécurité publique et de respect de ses principes fondamentaux. Et j'en faisais allusion tout à l'heure, ce lundi a donc célébré la journée mondiale de la radio. La radio, c'est vous. C'est le thème de cette célébration marquée chez nous par échange et partage des journalistes et techniciens. Le compte-rendu consiglé, Firmé Adjinaré. La révolution de l'espace médiatique a entraîné de profonds changements au niveau de la radiodiffusion qui se trouve aujourd'hui concurrencée par les autres moyens de communication, notamment
la télévision et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Malgré tout, la radio reste et demeure l'organe qui rassemble et qui touche les communautés, voire les plus reculées. À travers cette journée mondiale de la radio, les responsables de Radio Lomé ont voulu jouer leur partition en vue de relever les défis qui s'imposent au niveau des radiodiffusions. Chaque 13 février, l'UNESCO a décrété cette journée pour qu'on réfléchisse un peu sur l'avenir de la radio. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les concessions, dans tous les villages, tout le monde a une radio. D'abord, c'est un média moins cher, qui est accessible à toute la population, qui porte rapidement l'information à la population. Et regardez, là où il n'y a pas le courant, il y a la radio. On n'a pas besoin d'Internet pour avoir la radio. La radio est devenue de nos jours le moyen le plus facile d'accès grâce à son système d'information. Le devenir de la radio dépend de l'approche marketing que la radio peut avoir vis-à-vis de ses programmes. C'est-à-dire que la thématique met au centre de la réflexion la qualité du travail des hommes, des acteurs de la radio, mais surtout le produit fini qui est consommé par les auditeurs. Parce qu'en réalité et en définitive, ce sont les auditeurs eux-mêmes qui sont les premiers consommateurs de la radio. C'est pourquoi on dit la radio c'est vous. Vous c'est qui? C'est aussi les acteurs, c'est aussi et surtout les auditeurs. Alors ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les programmes puissent être en adéquation avec les attentes du public pour qu'in fine la radio puisse participer d'une certaine manière à un changement positif de la société. Cette journée mondiale de la radio instituée par l'UNESCO va non seulement participer au développement des communautés, mais aussi à celui de la société tout entière. Et voilà, des radios et bien d'autres médias qui ont largement fait écho ce matin de la lutte contre le trafic des espèces sauvages menacées. C'est une préoccupation. Producteurs, procureurs et magistrats s'impliquent notamment contre d'éventuels trafiquants. Les précisions de Essoram. Écoutez-vous. Cet atelier vise à outiller les magistrats dans la poursuite des auteurs de trafic de faune, de flore et d'infractions connexes. Il se tient après celui d'Accra en juin 2016 et a pour but d'approfondir la compréhension des 37 magistrats des pays africains, dont 8 Togolais, sur les meilleures pratiques et l'utilisation des outils de détection et de répression. Le Togo n'est pas un pays de trafic de faune, a reconnu l'ambassadeur des États-Unis, qui salue par la même occasion les efforts du gouvernement en la matière. Togo, en 2014, en l'espace d'une semaine, les autorités ont eu à saisir 4 tonnes d'ivoire illégal qui devaient être acheminées vers le Vietnam. Cet incident a révélé non seulement l'ampleur de ce problème, mais aussi le dévouement des autorités togolaises qui travaillent en étroite collaboration avec les partenaires pour prendre des actions efficaces. De telles actions transmettent le message selon lequel le Togo n'est pas un hub pour le trafic illicite, mais plutôt un hub pour le commerce légitime, les affaires et la coopération. Néanmoins, nous devons faire davantage. Le programme de conservation et de protection de la faune et flore sauvage est une initiative des États-Unis. Au regard des lots de conséquences sociales et économiques de ce fléau, il faut des mesures coercitives pour lutter contre. Au cours de cette dernière décennie, on a enregistré plusieurs cas de trafic illicite de spécimens d'animaux sauvages un peu partout dans le monde et de façon très accrue en Afrique. Les initiatives prises par nos pays pour combattre ce fléau se révèlent inefficaces, voire insuffisantes, devant l'ampleur des moyens et stratégies déployés par les trafiquants. Face à cette situation, il semble évident que la poursuite judiciaire avec des peines à la hauteur des crimes contre la faune puisse être une réponse adéquate pour arrêter le fléau. Le ministre de la Justice, Pius Agbotome, a quant à lui relevé l'intérêt de cette formation qui renforcera à terme la capacité de la justice des pays africains à poursuivre les infractions et à rendre justice. Il a exhorté les participants à capitaliser les acquis de ce programme.
Voilà, que cela devienne donc un devoir aujourd'hui, la protection de la faune et de la flore. Des espèces disparaissent et entraînent un déséquilibre de l'écosystème. Comment remédier donc au phénomène? Est-ce chose aisée de protéger aujourd'hui notre faune, notre flore? Les difficultés, on va les évoquer tout à l'heure dans le courant de cette édition. Si tout va bien, notre reporter est en cabine de montage. Dans la foulée, la gestion des zones humides, des fleuves Ziomono-Ao, des zones comme Zola, toute la bande côtière. Rendons-nous à l'évidence, ce sont des zones pas agréables à habiter. Comment remettre en valeur toutes ces zones assez dégradées? Eh bien, l'administration forestière, l'ONG, acteurs de conservation de la biodiversité, plonge justement sur la question. Ils sont réunis à Thiévier depuis ce matin. Ramdan Bassina. L'écosystème des zones humides du Togo, censé abriter une diversité biologique pour le bien des populations riveraines, se meurt. La faute est imputable à la pression humaine, à l'exploitation anarchique des ressources et à des effets additionnels liés au changement climatique. Les bassins du versant du cours du Zio, Hao, Mono et de la bande côtière ont fait l'objet d'études afin de trouver des solutions aux risques de catastrophes et d'inondations. À cette rencontre, qui constitue la dernière étape, il s'agit de s'accorder sur les options d'aménagement. Depuis quelque temps, par rapport à la valeur des zones humides, valeur touristique, valeur traditionnelle, culturelle, valeur écologique et environnementale, donc ces zones humides font l'objet de menaces d'exploitation irrationnelles, donc hypothétiquant leur fonction écosystémique. Ceci étant, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, avec l'appui de PGCIT, a décidé d'élaborer ce document juste pour identifier les actions à mener, donner des orientations aux parties prenantes pour une gestion rationnelle des ressources de ces zones humides pour le développement local. Cette volonté commune de trouver des solutions pour la sauvegarde de ce patrimoine naturel s'inscrit dans le contexte du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT. L'objectif fondamental au niveau du PGICT, c'est la réduction des risques de vulnérabilité des populations exposées aux inondations. Et pour atteindre cet objectif, bien entendu, il faudrait que nous puissions élaborer ce document-là, que nous jugeons capital, dont la mise en œuvre permettra d'accroître la capacité de résilience de nos populations. Le document validé servira d'orientation stratégique en matière de promotion et d'utilisation rationnelle des zones humides dans la perspective de la prévention des risques de catastrophes au Togo. Et ceci nous amène également à évoquer ce soir notre cadre de vie. Vous le savez, l'urbanisation galopante des villes amène aujourd'hui à une occupation anarchique et illégale des espaces. Ceci explique la conséquence, l'élargissement sans schéma directeur des quartiers périphériques. Lomé est un bel exemple. Le fait est palpable et parfois même têtu. Le village de Ninyama dans les lacs semble se démarquer. Son schéma directeur en termes d'urbanisation, bien sûr, vient d'être présenté aux habitants. Augustin Kossi avec Ramdan Bassina. Lomé, face au défi de l'urbanisation, d'un pas accéléré, les périphéries de la ville se développent à l'image du quartier Nimanya. Ici comme ailleurs, le constat reste le même, les espaces sont anarchiquement occupés avec leurs corollaires, lotissement clandestin et occupation des réserves administratives. Un phénomène qui appelle à l'élaboration d'un plan d'urbanisme et celui de Nimanya vient d'être approuvé. Sur ce plan, on peut voir les rues de 20 mètres, les rues de 16 mètres, de 14 mètres. Et il y a aussi les réserves qui ont été prévues, notamment les réserves d'équipement, les réserves pour construire les écoles, les centres de santé, le marché, les parkings, l'espace vert, tous les équipements sociaux collectifs dont la population a besoin pour pouvoir vivre aisément. Un village, un hameau, sans schéma directeur, sans plan directeur, je ne sais pas comment on peut vraiment faire des développements. Le plan directeur est approuvé par le ministre de l'Urbanisme. Personne ne viendra aujourd'hui ici pour des développements futurs. Il va hésiter parce qu'il sait que le plan du village a été approuvé. Disposer d'espaces nécessaires pour réaliser les infrastructures socio-économiques et assurer un développement harmonieux du littoral, c'est l'engagement du gouvernement togolais. Un défi qui ne peut être relevé selon le ministre en charge de l'habitat et du cadre de vie qu'avec le concours de toutes les forces vives de la localité.
Aujourd'hui, nous sommes venus pour expliquer à la population l'intérêt qu'ils ont à collaborer à la réalisation de ce lotissement et suivant les règles de l'urbanisme et leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt que tout ce travail se fait. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans une ville qui n'a pas d'hôpital, de marché et d'école et que les rues ne sont pas en phase avec les règles de l'urbanisme. C'est dire que désormais, quiconque veut acquérir une parcelle ici est obligé de passer par la direction de l'urbanisme. Les lotissements sont déjà en cours dans la localité. Tous les acteurs sont invités à accompagner l'État dans ce processus afin d'avoir la maîtrise de l'occupation spatiale. Et dans les plateaux, par exemple, on est à une étape plus avancée, l'étape de la formation pour les membres des comités régionaux de développement. La séance porte justement sur l'aménagement du territoire avec un plan national de développement. Les précisions, Yves Agbevivi à Atakwame. De la clôture de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP et la mise en œuvre du plan national de développement, quelle lecture doivent faire les collectivités locales de ce dernier plan? Comment peut-être s'en servir dans les planifications régionales et locales, bref, de leur milieu? Ces questions ont été décryptées dans cette formation initiée par le ministère de la Planification à l'intention des membres des comités régionaux du développement et de l'aménagement du territoire au niveau régional des plateaux à Atakwame. En dehors de la loi portant loi cadre sur l'aménagement du territoire, plusieurs thématiques ont fait l'objet des échanges. Le ministre nous a instruit de venir échanger davantage avec eux sur 3 points essentiels. Le premier, c'est la vulgarisation de la loi sur l'aménagement du territoire. Il était important de retourner sur le terrain pour échanger avec les acteurs, la décortiquer pour une meilleure appropriation et pour une meilleure diffusion. Ceci permettra à tous les acteurs d'apporter leur contribution nécessaire à la réduction des inégalités spatiales de développement. Cette rencontre vise également à baliser le terrain au processus de décentralisation dont la loi a été votée à l'Assemblée nationale le 28 décembre 2015 et promulguée par le chef de l'État le 4 janvier 2016. Cette loi a ouvert la voie à l'élaboration des outils de l'aménagement territorial dans le PNR 2018-2022, document de référence en matière de développement. Il est 20h18. L'Université de Lomé, c'est notre deuxième titre. Les étudiants en droit, précisément, peuvent désormais profiter des cours de notaire, des stages de la Chambre des notaires du Togo. Une convention lie dorénavant les deux parties. Le document a été signé ce lundi. Des protocoles d'accord de partenariat, plus précisément. Patrice Boko. De droit de l'Université de Lomé vers un développement des compétences professionnelles dans le secteur notarial. C'est à travers cette signature de protocole d'accord de partenariat avec la Chambre nationale des notaires du Togo. Elle matérialise l'engagement des deux institutions à œuvrer pour une formation de qualité. L'Université de Lomé a pour mission non seulement de faire des recherches et autres, mais quand même de nous assurer la préparation de la génération future. Or, il se trouve que nous autres professionnels du droit, et j'allais rajouter du chiffre, nous avons besoin de ces compétences. Nous avons également le problème de l'accès aux professions réglementées des étudiants qui terminent et qui, bon, en fin de compte, se retrouvent sans emploi, ce qui nous fait perdre des talents. Or, si nous avons un cadre qui permette une insertion rapide et cohérente, ça, nous n'allons pas pouvoir perdre de ces talents. Pour les responsables de la faculté de droit de l'Université de Lomé, c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre aux étudiants pour le développement de leurs connaissances juridiques. Donc cette convention est une aubaine pour ces étudiants pour qu'ils puissent facilement accéder aux stages dont ils ont besoin pour leur formation. Il y a l'accès aux stages, la facilité pour aller faire les stages et ensuite ils peuvent aussi s'intégrer dans la profession à travers leurs convenances. Une convention entre l'Université de Lomé et la Chambre nationale des notaires qui définit le cadre et le domaine de coopération, notamment l'élaboration des programmes scientifiques de formation en droit et la formation théorique et pratique des étudiants en droit.
Dans le reste de l'actualité, la tournée entamée par le commissaire des impôts après Kara, le voici à Sokolé, rencontre là aussi avec les opérateurs économiques de la ville. Lamarck Bozona pour le compte rendu. Comment amener les contribuables au respect de leurs devoirs vis-à-vis de l'État? C'est l'objectif de cette tournée d'échange et de sensibilisation des opérateurs économiques de la préfecture de Tchaoudjon. Le commissaire des impôts à l'Office togolais des recettes OTR a fait le tour de certains établissements et entreprises de la place pour échanger sur leurs activités et le respect de leurs devoirs civiques. Dans le fonctionnement de l'Office togolais des recettes, il est prévu de rendre des services de qualité aux opérateurs économiques. Il est prévu aussi de leur rendre visite, d'écouter leurs difficultés, de leur passer les messages qui sont d'ordre fiscal. Vous savez, la loi de finances 2017 a été votée cette année et il y a beaucoup de mesures qui ont été prises en faveur des opérateurs économiques et pour le bien-être aussi de la population. Cette tournée a permis aux contribuables d'exprimer leur point de vue et leurs difficultés. On avait eu des difficultés à nous installer. Donc je demande à l'État d'aider les nouveaux pharmaciens qui vont s'installer, d'avoir accès facilement au crédit pour qu'un jour qu'ils puissent venir aussi payer les impôts. Lorsque je prends la réparation d'un engin, de la pièce que j'achète jusqu'à sa réparation, je ne peux pas avoir une facture que je puisse justifier auprès des impôts. C'est le problème réel. Je prends l'exemple des concassés. Si je me situe dans le contexte des routes, les concassés, nous les achetons à des endroits où nous ne pouvons pas avoir des factures normalisées pour nous justifier. Le gravier que nous extrayons dans les rivières, le sable, pour ne citer que ces aspects. Et tout ça, ça fait partie du coût de ce marché. Le commissaire des impôts a profité de la tournée pour sensibiliser les opérateurs économiques sur l'utilisation de la facture normalisée de l'ETR. C'est pour elles aussi un plan de développement, la lutte contre la vulnérabilité. Ces femmes rurales sont plus exposées. L'Union africaine vole à leur secours au Togo. 4 préfectures sont concernées. Agou, Pelé, Kloto, Dani, choisis pour une phase pilote. La cérémonie de lancement, les précisions, Arnaud Dakidiou. Au cours de la cérémonie de lancement du projet Lutte contre la vulnérabilité des femmes rurales à Palimé, les responsables de l'Association des femmes musulmanes pour l'éducation et le développement AFMED ont dévoilé leur plan d'action pour sortir progressivement les femmes rurales de la précarité. L'association compte mener ses activités sur l'équité genre, l'organisation et le fonctionnement d'un groupement, la gestion des activités génératrices de revenus et des microcrédits. La sensibilisation, c'est à l'endroit des autorités politiques, administratives, religieuses, et à l'endroit des leaders de la société, et les religieux notamment. Et c'est pour parler de l'équité genre, pour parler de la vie de la femme dans le foyer, dans la communauté. Et donc il y aura des séances de formation après les sensibilisations. Et les formations, c'est au bénéfice des membres de AFMED. Avec ce projet et les formations qui seront faites sur le terrain, les femmes auront une chance d'avoir les formations en bonne et due forme et elles arriveront à faire leur activité génératrice de revenus. L'association va cibler les préfectures d'Agou, de Daï, de Pelé et de Kloto. Le projet financé par l'Union africaine vise à réduire la pauvreté en zone rurale en agissant sur les secteurs clés de développement à la base. Des campagnes de sensibilisation seront aussi menées à l'endroit des femmes pour soutenir le ministère de l'Action sociale dans ses efforts d'émancipation de la femme togolaise. Nous l'annoncions également en titre, ils sont 11 artistes, plasticiens et sculpteurs. Ils exposent leurs œuvres d'art à l'hôtel Le Golf à Lomé. Ils sont de plusieurs nationalités. À la découverte donc ce soir de ces œuvres d'art pour notre soirée, votre soirée, Sonia Menipo, Esther Laclé.
Dans leur quintessence, des œuvres d'art qui traduisent les ressentiments des hommes au quotidien, la paix et l'amour entre les peuples. La qualité des toiles, l'expression des couleurs et les traces des pinceaux dévoilent l'immensité et la pluralité des talents des différents artistes plasticiens issus de 9 nationalités qui exposent ici en jeunes créateurs. On parle de brassage ici. Et quand en amont, on parle d'union et la paix entre les peuples, je crois que nous faisons d'une pierre 2 coups. À part les formes qui sont savamment jetées, vous avez les couleurs. Le rouge signifie plutôt l'amour. Quand vous avez une dominance de rouge en haut, si l'amour surplombait les autres sentiments de notre société, je crois que nous vivrons un monde meilleur. J'ai vu les œuvres, j'étais vraiment ébahi parce que principalement à cette toile-là, c'est Lati. C'est quelqu'un que je connais depuis, mais il travaille bien, il bosse. Donc je crois que notre pays a de l'avenir à travers les œuvres d'art. Sandra Da Silva, une artiste passionnée par la fabrication des sacs à base de pagne locale. Elle vient du Portugal pour participer à ce rendez-vous culturel. On peut faire des choses magnifiques avec des pagnes, mélange de pagnes et de tissus, plusieurs tissus. Et je me suis dit pourquoi pas faire des belles choses avec des artisans togolais. C'est ma toute première exposition parce que je viens de commencer, ça faisait un petit moment que je travaillais sur le sujet. Alors, quand je me mets à travailler, je cherche beaucoup d'idées sur Internet, je ne vais pas dire que non. Et je vois un modèle que j'aime et je le transforme. Je ne veux pas copier un modèle de quelqu'un d'autre. Mais je vois des petites choses et que je change et que je fais à mon goût. Parce que voilà. Et après, je donne mes idées, je fais mon petit croquis et je lui montre comment je veux les choses. Le titre, c'est la vision. Dans la vie, chacun a sa perception de voir le monde extérieur. C'est ça. Il y a des gens qui regardent différentes directions. Donc chacun a sa vision de regarder la nature. Chacun a sa perception intérieure, mais on ne voit pas. Mais la perception extérieure, c'est ce qu'on voit. Moi, je suis à l'aise partout. Je peux prendre une paille pour faire mes tableaux. C'est pourquoi ça s'appelle tapisserie intérieure. Pour l'autre tableau, c'est la peinture. Donc moi, je suis à l'aise dans les techniques. Cette exposition se révèle comme une plateforme d'échange et de promotion des artistes plasticiens. Malak Akouché, initiatrice de la 10 exposition, est également du domaine. Cette œuvre s'est faite avec des crayons. J'utilise le surréalisme dans mes œuvres et ça signifie que toujours la femme elle doit se taire pour ne pas faire de problèmes. Elle n'a pas le droit de parler chaque fois. Toutes ces œuvres portent la signature d'une vingtaine d'artistes plasticiens du monde entier, notamment le Liban, le Portugal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo. L'exposition est placée sous la bannière de l'Association internationale des artistes plasticiens. Et demain, nous reviendrons donc dans nos éditions sur les difficultés à protéger aujourd'hui notre faune, notre fleur, le sujet donc à préparation. Nous y reviendrons donc demain dans les prochaines éditions. Fin de la présente, demain mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite une agréable soirée.